Merci pour cette introduction. On va parler à deux voix. Et donc, je suis accompagnée de Capucine Pellissier, qui est designer et ingénieur de recherche et qui travaille au programme Forcy. Et aujourd'hui, on va vous présenter quelque chose à deux voix. Donc, nous pouvons y aller. Donc, c'est pas automatique. C'est vous qui passez aussi. Donc bonjour, donc on va vous parler du programme Forcy, donc qui est sur les conséquences du changement climatique au prisme du contrat social. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, j'ai l'impression que nous sommes dans une zone de tension thermique. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Je me demande ce qu'il se passe, j'ai l'impression que nous avons un souci technique peut-être. J'ai l'impression que l'ordinateur est en surchauffe. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que c'est que ce message? J'ai l'impression que c'est un message d'erreur. Qu'est-ce que cela signifie? Ah, le message vient de changer. Pourquoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Forcy. Encore? Forcy. Mais pourquoi faire? Mais surtout pour voir quoi? Bonjour, 30 ans, 50 ans, 130 ans, ou si l'on remonte aux tout premiers travaux sur l'effet de serre. Voilà depuis combien de temps la communauté scientifique essaye de documenter avec rigueur la nature, l'origine et l'intensité du changement climatique. Le programme que nous avons vous parler interroge les conséquences du changement climatique. On continue d'entendre dans les débats publics aujourd'hui, on ne savait pas, nous n'étions pas informés, les scientifiques ont manqué de pédagogie, aucun lien avec l'actualité. Les chiffres pourtant ont été produits, les scénarios ont été construits en sciences participatives, avec les habitants, avec les scientifiques. On a essayé de les publier, de les résumer, de les vulgariser. On a fait des infographies, on a fait des podcasts. L'alerte a été donnée année après année. Et pourtant, la tendance n'a pas changé. Alors, la question n'est pas de savoir est-ce que nous savons, mais la question est de savoir pourquoi nous n'agissons pas. Et c'est cette question qui peut paraître très simple au départ, à laquelle s'interroge Forcy. Face à cette connaissance, face à ces alertes, pourquoi et comment la société s'adapte? Pourquoi, au-delà de l'information, il faut creuser plus profond pour comprendre comment la société travaille à partir de ces représentations, des rapports de pouvoir qu'il peut y avoir, mais aussi des formes de solidarité. L'inaction climatique, et c'est notre point de départ, est une hypothèse importante, n'est pas qu'une simple question d'information et de sensibilisation. Elle n'est pas qu'une question de pédagogie, mais c'est bien, à un moment donné, au vu de ces questions-là, de nous interroger sur finalement quels sont les fondements qui font que nous faisons société ensemble et comment la société se transforme dans un sens ou dans un autre. Comment les individus, comment les territoires, comment au sein des entreprises, comment les collectifs, comment les pays changent ou ne changent pas, s'engagent dans un nouveau possible et permettent de faire face à la fois aux conséquences du passé, mais aussi à construire l'avenir. Et c'est pour ça qu'on va s'interroger, et c'est ça aussi le cœur du programme Forcy. Le cœur du programme Forcy est un programme en sciences humaines et sociales, c'est-à-dire qu'il travaille dans l'interdisciplinarité avec des collègues qui sont philosophes, politistes, juristes, économistes, mais aussi historiens, travailleurs sur les sciences cognitives ou même sur la littérature. Et l'enjeu est de comprendre finalement qu'est-ce qui se tricote, comment on peut comprendre comment les conséquences du changement climatique travaillent ce qui fait corps, ce qui fait que nous faisons société. D'abord, il faudrait peut-être revenir sur quelque chose que vous connaissez peut-être tous, mais
l'enjeu est peut-être d'expliciter qu'est-ce que ça veut dire. Vous connaissez tous la différence entre le climat et la météo, je n'irai pas plus loin par rapport à ça. Mais peut-être qu'il faut aussi comprendre qu'est-ce que ça veut dire en dessous. À un moment donné, finalement, le climat et le changement climatique, il n'a pas de frontières. Il ne s'arrête pas, sans aucune référence avec la réalité, aux Alpes, comme on aura pu l'entendre il y a quelques années par rapport à certaines pollutions. Il est à la fois partout et nulle part. Prenons l'exemple de la climatisation. Elle paraît une solution très bien, mais finalement, vous le savez tous, elle ne fait que déplacer l'air. Et donc, finalement, si moi je n'ai pas chaud ici et maintenant, ça ne veut pas dire que quelqu'un d'autre n'a pas chaud ici et maintenant. Ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est qu'elle donne l'illusion, finalement, d'une solution que je peux porter à moi-même, accessible, et qui va être cette solution à ce problème climatique. Deuxièmement, le changement climatique est mine de rien insaisissable, impalpable. Nous avons vu toute la journée des éléments très documentés, finalement, de cette ozone nous avons autour de nous, et notamment sur ce trou d'ozone. C'est à la fois une réalité, mais ça peut passer différemment, et ça peut être quelque chose d'impalpable. Il flotte au-dessus de nos existences sans réellement s'y ancrer. Et à partir de là, nous avons un certain paradoxe avec une invisibilité permanente du phénomène, une invisibilité dans nos systèmes productifs, une invisibilité dans notre économie aujourd'hui carbonée, une invisibilité dans notre course à une croissance toujours plus gourmande en énergie, alors que finalement les effets et les conséquences sur le changement climatique restent cachés, restent enfouis dans nos chaînes de production. Prenons un exemple tout simple. Vous avez tous un téléphone portable. Vous avez tous entendu parler du cloud et des nuages. Mais derrière ça, il y a une matérialité réelle en termes de matériaux rares, en termes d'infrastructures sur lesquelles nous reposons, qui aujourd'hui sont en tension. Et donc, il y a réellement une rupture à se penser, à se représenter ce que nous savons du changement climatique et ce que nous voyons dans notre quotidien. Et pourtant, le sujet n'est pas simple. Aujourd'hui, et pour reprendre quelque chose qui est bien documenté par l'Union européenne, c'est les conséquences de ce changement climatique. Et celles-ci, elles sont réelles, elles sont sensibles. Le collègue précédemment en a totalement vécu ces conséquences, le fait de son incapacité à pouvoir venir jusqu'ici du fait des feux de forêt. Et donc, ces inondations, ces feux de forêt, ces tempêtes de plus en plus intenses constituent réellement ces conséquences du changement climatique. Et dans ces conséquences-là, il y a des stratégies qui sont documentées. Les stratégies d'atténuation qui visent finalement à réduire dès le départ ce qui nourrit le changement climatique. Il y a aussi les stratégies d'adaptation qui visent à mieux vivre dans cette course effrénée. Mais ce ne sont pas les seules. Et souvent, on met en oubli ou on passe sous silence que parmi ces stratégies, c'est-à-dire des constructions sociales qui nous permettent d'agir, il y a aussi la fuite en avant, l'accélération vers toujours plus de technologies, ou encore, à l'inverse, l'inaction. Ça, c'est ce qu'on connaît. Ce que là, où veut vous emmener le programme de recherche FORCY, c'est de comprendre que, au-delà de cette seule simple description, ce qui nous intéresse, c'est que nous ne sommes plus dans l'extraordinaire. Nous sommes dans l'ordinaire. La chaleur, les feux de forêt, les inondations sont aujourd'hui quelque chose qui passe au commun. C'est-à-dire que nous le vivons, nous le sentons, nous l'expérimentons. À partir de là, le changement climatique s'ancre dans notre quotidien. Pas besoin de se projeter en 2050 pour, au quotidien, être face à des actions dans lesquelles on peut s'interroger sur nos propres comportements face aux conséquences du changement climatique. Quand vous triez, quand vous êtes face à votre poubelle, de savoir est-ce que je dois trier, comment finalement de décarboner, d'utiliser moins de plastique, d'utiliser moins de déchets va me permettre de réorienter, de changer la trajectoire. Quand vous vous chauffez, quand vous utilisez l'eau. Et tous ces éléments-là, finalement, sont des actes du quotidien. Et tous ces actes du quotidien sont des choix que nous pouvons faire ou que nous pouvons questionner par rapport
à ce qui constitue le ciment de notre vivre ensemble aujourd'hui. Pour comprendre le ciment qui constitue notre vivre aujourd'hui, on est allé chercher finalement quelque chose qui nous semble important, c'est la notion du contrat social. Cette notion du contrat social, de manière simple, c'est de comprendre finalement comment la société s'organise entre elles. Comment, à partir de ça, les individus se sont mis d'accord dans un processus collectif qui a permis de définir un ensemble de règles et que ces règles-là fondamentales vont finalement définir quels vont être nos droits, quels vont être nos devoirs, mais aussi quelles sont nos libertés fondamentales, quels sont nos espaces de solidarité, de redistribution et de répartition. Et donc, ce contrat social, de manière assez ouverte, on peut le comprendre comme finalement ce qui fait le compromis qu'on vit ensemble. Alors souvent, quand on parle du contrat social, on va penser au contrat social de Rousseau, donc c'est celui qu'on a construit dans la phase des Lumières et qui est extrêmement marqué par la philosophie des Lumières et qu'on retrouve encore aujourd'hui. Il est fondé sur l'enjeu de la liberté, des libertés fondamentales et des libertés individuelles. Mais il est aussi lié à une question d'interdépendance, de répartition, de redistribution des individus envers les autres. Mais il est aussi porté par l'importance du progrès social et du progrès technique, avec l'idée que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Comment penser aujourd'hui que demain sera meilleur qu'aujourd'hui quand nous enchaînons les canicules et les incendies? Comment penser que nous pouvons toujours travailler ensemble dans le même espace et comprendre la même chose quand finalement, par rapport à ça, cette idée que demain sera meilleur qu'aujourd'hui est remise en cause et re-questionnée. Et quand ce demain sera meilleur qu'aujourd'hui est peut-être une réalité pour une partie des habitants de la planète, mais pas pour tous, quand elle est une réalité pour une partie des humains, mais pas pour le non-humain. Et c'est là-dessus que finalement, la question de Forcy se pose. Parce que finalement, derrière ce contrat social, je vous l'ai dit, c'est le ciment qui fait qu'on se partage. Et si vous reprenez l'histoire des luttes sociales que nous avons en France et dans d'autres pays, ça ne s'est jamais fait dans la paix. Ça s'est fait dans la conflictualité. Et aujourd'hui, parler de notre rapport à la nature n'est pas simple. Parler du changement climatique n'est pas simple parce que ça nous invite à repenser notre place dans notre société, à la fois individuellement, mais aussi par rapport à notre groupe social, par rapport à notre territoire et par rapport à l'ensemble de la place des uns et des autres. Et c'est pour ça qu'on est parti en disant, mais finalement, si aujourd'hui, la nature ou le contrat social qu'on a hérité ne nous permet pas d'intégrer la nature telle qu'il est, peut-être faut-il le repenser, peut-être il faut ouvrir des perspectives pour que le lien entre nature et société soit beaucoup plus ancré. Donc c'est le point de départ du programme Forcy. Et je vais commencer à vous présenter quelques éléments de ce programme et peut-être, en fonction des échanges, vous donner rendez-vous l'année prochaine ou les années suivantes pour continuer à nourrir votre interrogation sur ces questions-là. D'abord, un des éléments qui est important que nous avons travaillé sur la question de Forcy est de comprendre que pour pouvoir se placer, pour pouvoir comprendre comment on va penser le contrat social, il faut repartir à la fois des narratifs et des sensations. Et donc de la manière dont on parle des conséquences du changement climatique. Aujourd'hui, nous constatons que les conséquences du changement climatique sont au quotidien, dès que vous ouvrez la radio, dès que vous ouvrez la presse, et que malheureusement, ou du moins, et que ces narratifs sont beaucoup marqués par la désinformation. Vous voyez sur le schéma là, c'est une représentation des éléments de désinformation qui sont portés par les radios. Aujourd'hui, les chiffres étaient donnés avant de venir, hein, vous inquiétez pas, c'est pas un choix délibéré. Mais aujourd'hui, l'espace où vous avez le plus de désinformation climatique est Sud Radio, avec plus d'une désinformation climatique par heure. La deuxième est CNews. Donc c'est intéressant de voir quand nous avons des radios du quotidien, des radios qui sont là pour faire le lien, qui sont là pour nous raconter ce qui se passe dans nos territoires, sont malheureusement marqués par des narratifs qui vont générer la désinformation sur les conséquences du changement climatique.
Le deuxième exemple, ça va être sur la presse. Pareil, on regarde la presse et dans ces différents histogrammes que vous avez, c'est la place des informations liées à l'environnement pour chacun de ces ouvrages. C'est très intéressant car on en voit beaucoup. Par contre, on peut s'interroger que les deux premiers soient la Tribune et les Échos. On peut s'interroger dans quelle mesure nous pouvons toucher l'ensemble de la société, dans quelle mesure nous pouvons parler des conséquences du changement climatique quand celle-ci est le plus travaillée dans des presses économiques comme les Échos et la Tribune. Et donc on peut s'interroger si finalement les conséquences du changement climatique ne sont pas un nouveau marché, une source d'incertitude pour les marchés financiers, mais pas forcément quelque chose qui est partagé dans notre presse régionale. Et justement, la presse régionale, celle qui est là pour le quotidien, celle qui fait le ciment, celle dont on va chercher les faits divers, celle dans laquelle on va chercher de la proximité par rapport à nous, est très peu présente sur la question de l'information face aux conséquences du changement climatique. Et donc, à partir de là, on peut s'interroger, finalement, comment tout un chacun construit sa représentation des conséquences du changement climatique, si finalement ces réflexions restent soit marquées par la désinformation, soit portées dans des espaces qui ne sont pas des espaces partagés, accessibles à tous. Le deuxième point que nous avons, et c'était juste pour l'élément, c'est que les conséquences du changement climatique nous questionnent réellement sur le contrat social. Pourquoi? Donc vous vous rappelez, en France, on a été marqué par la crise des Gilets jaunes, qui marquait finalement une rupture parfois on a dit, entre les ruraux et les urbains, entre ceux qui en avaient les moyens de trouver une alternative à la voiture et à mettre de l'essence dans leur réservoir par rapport à d'autres. Et là, on voit bien que ça a fractionné toute la société française. Mais, sans aller bien loin, vous pouvez regarder aussi on ne voit pas très bien sur l'image, excusez-nous, mais les manifestations qu'il y a eu suite aux inondations que nous avons eues en Espagne, à Valence, pas très loin, qui se sont traduits par une action concrète qui est finalement aujourd'hui de pouvoir avoir des congés, du moins de pouvoir trouver des solutions pour que les individus n'aient plus à choisir entre prendre la voiture quand il y a une alerte inondation et être contraints d'aller travailler et de ne pas faire ce choix-là entre aller travailler ou encore devoir se mettre en danger. Nous avons aussi les zones à faible émission qui sont quelque chose qui sont tout à fait pertinents, mais qui à un moment donné, indirectement, peuvent être perçus par certains comme un élément de division, mais voire même une rupture dans l'égalité aux libertés fondamentales de se mouvoir. Je ne peux rentrer dans ces zones que si je suis en capacité à avoir la voiture qui va avec. Et donc finalement, ma liberté fondamentale de pouvoir me déplacer sur le territoire français est totalement remise en cause par rapport à ma capacité, en tant qu'individu, à pouvoir trouver une alternative. Et donc, si on veut pouvoir que la société change, et si on veut pouvoir faire face aux conséquences du changement climatique, dans quelle mesure cette manière de poser les conséquences du changement climatique qui oppose les uns ou les autres, ou qui crée des lignes de fracture, voire renie nos libertés fondamentales, peuvent nous permettre d'avancer vers une transition juste. Avec ce paradoxe que cette transition peut être efficace, mais elle peut être injuste. Et donc, comment nous, en tant que corps social, faisons-nous face à cette tension entre de l'efficacité technique, technologique par rapport aux enjeux et aux conséquences du changement climatique, qui, mine de rien, questionne, fragmente les libertés individuelles des uns et des autres. Car en effet, qu'elles soient justes sur le papier, toutes ces démarches, toutes ces politiques qui sont nécessaires, je ne remets pas en cause ces politiques, je les interroge sur ce qu'elles produisent et donc comment elles peuvent produire de l'inaction ou de la résistance aux conséquences du changement climatique. Si elles peuvent paraître totalement efficaces sur le papier, pour atténuer ces éléments-là, elles peuvent être foncièrement
inégalitaire. Et donc, à partir de là, il y a un grand paradoxe, car le changement climatique est, entre guillemets, un fardeau collectif. Et ce fardeau, finalement, va être réparti, va impacter les individus d'une manière assez différente. Quand on interroge les Français sur ce qui leur semble acceptable sur ces mesures de politique publique en faveur ou pour lutter contre le changement climatique, on retrouve ces éléments de fragmentation. En effet, certains adhèrent sur l'idée d'interdire des vols de petite distance, et on a une certaine adhésion assez importante sur la question de proposer des alternatives ferroviaires par rapport au vol long courrier, même court courrier, pardon. Ça peut nous intéresser, et une adhésion très forte par rapport à ça. Mais n'oubliez pas, tout le monde ne prend pas l'avion pour faire un Paris-Bordeaux. À l'inverse, vous voyez bien qu'on va trouver des choses beaucoup moins acceptables de la mise en place d'un péage urbain, c'est-à-dire renvoyer à ma liberté fondamentale de pouvoir me déplacer et donc me renvoyer à ma capacité à pouvoir payer pour accéder à finalement ce qui se passe dans nos grandes villes, là où finalement on a accès à plus de services, plus de culture, plus d'informations. Et donc on peut s'interroger sur ces éléments-là. De même, ces conséquences, on retrouve cette même polarisation avec finalement des enjeux des personnes qui sont totalement favorables à lutter contre l'artificialisation, à mettre en place des normes agricoles plus strictes, mais qui voient bien, mais que vous voyez bien que là où se trouve la résistance, là où se trouve l'inaction, c'est à partir du moment où finalement ces enjeux vont fragmenter la société et remettre en cause nos libertés fondamentales. Celles que nous avons héritées et celles que nous avons aujourd'hui dans notre contrat social, avec cette idée que notre liberté fondamentale est quelque chose d'important, mais aussi que le progrès et que demain sera mieux. Avec un progrès qui a été construit depuis plus de 2 siècles sur des énergies fossiles. Et ça, il faut bien le rappeler. Ce que nous voulons mettre en avant, à partir de ce questionnement sur le contrat social, c'est que finalement, les conséquences du changement climatique se superposent, voire questionnent un système d'inégalités multiples et imbriquées. Des inégalités, bien sûr, entre pays. Vous vous rappelez toutes les discussions qu'il y a par rapport au COP, avec en savoir qui doit payer, quelle est la responsabilité des uns et des autres, est-ce que certains pays ont encore le droit de se développer, etc., etc. Mais ces inégalités reposent aussi sur des inégalités d'exposition aux dégradations environnementales, des inégalités de contribution, voire des inégalités à pouvoir participer à la transition écologique. Et ces inégalités, et c'est là malheureusement que la question est compliquée, et je ne ferai aucune illusion à certaines vidéos sur Internet sur la vente de climatisateurs qu'il y a eu hier, sont traversées par les inégalités sociales qui fragmentent notre société. Et c'est là où, à un moment donné, s'interroger sur les conséquences du changement climatique et se demander comment on peut engager la population, parce que tous sont concernés, nécessite, et c'est sur ce que l'on travaille, de comprendre comment ça s'insère dans le maillon, dans ce qui fait notre contrat social. Un autre exemple qu'il y a dans ce contrat social, c'est sur cette question de l'individualisation des responsabilités. Aujourd'hui, on a sur la sensibilisation, sur les politiques, sur les comportements, vous savez, vous avez même une petite diapo pour savoir comment il faut boire, etc., etc., où on agit énormément sur les comportements individuels. Avec cette idée que si chacun, on va être le petit colibri et nous allons faire toutes nos petites actions. Et c'est comme ça que finalement, par un processus magique, nous allons pouvoir changer la société. Ces actions, ces gestes sont fondamentaux. Mais à un moment donné, ne mettent-ils pas sous silence les processus collectifs et structuraux qui font qu'on en est arrivé là? Ne mettent-ils pas en question, finalement, le fait des choix stratégiques qui ont été faits en fonction d'un certain modèle productif, en fonction d'une certaine manière de se répartir les choses? Vous savez bien, vous connaissez tous le principe du pollueur-payeur qui est fondamental, c'est-à-dire à partir d'une action individuelle qui a généré une pollution, que vous en soyez sanctionné. Il est fondamental, c'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser des comportements individuels qui fragilisent notre vivre ensemble. Par contre, sont-ils suffisants?
Dans quelle mesure, sur un incendie, le mégot de cigarette jeté par la fenêtre est bien le déclencheur? Mais dans quelle mesure les choix que nous avons faits de faire des autoroutes pour permettre l'accessibilité des territoires, les choix que nous avons faits sur les cultures de la vigne aujourd'hui dans les territoires, ou les choix que nous avons faits de mettre en place de la jachère, n'est pas finalement des choix collectifs qui s'imposent à nous? Et dans ces cas-là, pourquoi seul l'individu devient responsable? Un autre élément qu'il ne faut pas mettre sous silence, c'est que cette individualisation des responsabilités par le principe du pollueur-pollueur met en jeu aussi une monétarisation et une marchandisation. Je fais référence au droit à polluer, c'est-à-dire que certains pays, certaines entreprises peuvent revendre leurs droits à polluer à d'autres entreprises. Et donc à partir de là, nous revenons à un fonctionnement de marché qui permet à celui qui est le mieux doté de pouvoir passer à travers ce phénomène de pollueur-payeur, et donc peut-être de ne pas être incité. Soyons utopistes, questionnons-nous, on peut se questionner, osons penser que nous pouvons peut-être faire autre chose, osons penser à une proposition beaucoup plus collective, ne serait-ce qu'une sécurité sociale climatique, un enjeu où à un moment donné on a une protection collective contre les risques climatiques, une protection mutualisée, où on a un droit à la protection et un devoir à la sobriété. Mais peut-être nous allons un peu trop vite. Dans le cadre du programme Forcy, nous avons travaillé sur plusieurs projets que nous pourrons présenter dans les mois qui suivent. Et j'ai voulu en choisir deux avant que Capucine développe le troisième. Le premier, c'est qu'on travaille sur les incendies. Alors on a travaillé, la recherche est toujours tardive et nous n'avons pas forcément anticipé, ou du moins nous pouvions anticiper, mais nous ne l'avons pas fait. Nous travaillons actuellement sur une enquête autour des incendies qu'il y a eu l'année dernière du côté de l'Aude, au côté de Bizané et puis dans la région par rapport à ça, où nous faisons des entretiens avec les individus. Alors, nous serons la question dans un an de venir à Canet ou même dans le Minervois se posera. Et ce qui est assez intéressant, et c'est là où c'est important, c'est de comprendre que ce qui ressort de ces entretiens, c'est qu'il n'y a pas d'association spontanée immédiate entre ces incendies-là et le changement climatique. Même ce qui est encore plus questionnant, c'est qu'on a une invisibilisation de cette relation-là, mais par contre, on a une protection qui se met en place, un retour à la nostalgie du temps d'avant, un retour sur finalement c'était mieux avant, dans le fait que les anciens nous disent qu'il y a toujours eu des cycles. Bien sûr, il y a toujours eu des cycles, et les chercheurs du changement climatique ne disent pas qu'il n'y a pas de changement de cycle. La question, c'est leur origine, leur intensité et leur répétition que nous nous interrogeons, dont nous interrogeons. Et c'est là où ils deviennent ordinaires, ce ne sont plus des exceptions. Malheureusement, ce retour au temps jadis, cette nostalgie du passé, invisibilise totalement le lien entre nos comportements passés et les conséquences du changement climatique et l'urgence d'agir par rapport à ça. L'autre élément qu'on voit beaucoup sortir par rapport à ça, c'est aussi la question de cette tension entre des responsabilités individuelles, mais aussi des responsabilités collectives et intergénérationnelles. Alors, je suis autant bien placée pour m'interroger sur ces relations intergénérationnelles avec mes parents et mes arrière-grands-parents que je suis autant questionnée de ce que je vais faire pour mes enfants et mes petits-enfants. Et d'être, même si je vous parle de tout ça, être réellement systématiquement dans le questionnement, dans le doute, en se disant mais qu'est-ce qui est bon à court terme, qu'est-ce qui est bon à moyen terme, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est bon pour mon groupe, qu'est-ce qui est bon pour nous tous. Et de s'interroger comment ou se reprotéger ou revenir sur nos protections individuelles ou plutôt partager des protections collectives. Un autre exemple, c'est la question de l'eau. On travaille sur la question de l'accessibilité à l'eau potable dans les métropoles. On sait, avec les conséquences du changement climatique, la tension sur la ressource de l'eau est quelque chose de fondamental. D'accord. Mais en même temps, cet accès à l'eau potable dans les villes que nous avons, c'est l'eau dans les fontaines, les jets d'eau, vous savez, qui sortent du sol. Excusez-moi, j'ai perdu mon vocabulaire par rapport à ça. Ou même, à une époque, vous savez, il y avait des bains-douches dans les métropoles. Ces espaces-là étaient des espaces de fraîcheur, qui étaient des espaces fondamentaux pour les plus vulnérables. Et les plus vulnérables, c'est bien sûr les personnes qui vivent dans la rue, mais aujourd'hui, les plus vulnérables, ce sont aussi les familles qui sont dans des passoires thermiques. Et donc, bien sûr, fermer le robinet
semble une bonne idée pour justement mieux gérer cette ressource commune que nous avons, l'eau, mais indirectement, ça augmente ces inégalités d'exposition, ça réduit les possibilités de tout à chacun de pouvoir se rafraîchir dans les conditions que nous avons aujourd'hui. Et donc on voit bien à partir de ces deux exemples que la question est bien de voir comment on sent la chaleur, comment on se représente les conséquences du changement climatique pour voir comment on peut agir. Et nous avons aussi expérimenté cet élément-là. Si l'on m'avait annoncé enfant... Sinon, c'est bon, c'est bon. Ok. Pas de souci. Si l'on m'avait annoncé enfant que les glaçons d'1 mètre avec lesquels je jouais ne seraient plus qu'un souvenir, je ne l'aurais jamais cru. Si l'on m'avait dit enfant que dès l'adolescence, certains Noëls se feraient sans neige, je n'aurais pu l'accepter. Si l'on m'avait conté enfant que les sapins perdraient leurs épines, que les biches se nourriraient près des chalets, et notamment du mien, que la mer de glace ne deviendrait qu'un mince filet grisâtre, si l'on m'avait dit que mon village de moyenne altitude se métamorphoserait aussi rapidement, je n'aurais pu l'imaginer. Avec des si, on pourra toujours refaire le monde. Pourtant, ces transformations ne révèlent plus de la fiction. Elles constituent désormais des réalités documentées par les sciences du climat et bien d'autres. C'est donc dans ce contexte-là que la question qui nous intéresse aujourd'hui n'est donc plus de savoir si ces changements auront bien lieu, mais justement de nous interroger sur comment ils sont vécus, comment ils sont perçus, comment ils sont appropriés par les individus. Nous vous proposons désormais de découvrir notre parcours immersif, mais tout d'abord de vous expliquer ce que nous entendons par design fiction, puisque c'est avec cette démarche-ci que nous avons mis en place ces ateliers. Donc, le design fiction, une vaste démarche que nous avons choisi d'utiliser pour justement inviter un public cible à s'interroger sur des futurs auxquels ils seraient potentiellement confrontés ou que d'autres expérimenteront. Donc le design fiction est bien une démarche, une pratique et non un outil. Et donc c'est une pratique de design qui allie le prototypage d'artefacts, mais aussi la mise en récit pour convoquer des imaginaires. C'est-à-dire que l'on vient mobiliser des imaginaires, que ce soit de la veille, de l'innovation, du terrain, pour évaluer des scénarios que sont des futurs. Nous ne choisissons pas un futur parmi un autre, mais nous qualifions ces futurs de souhaitables, de soutenables, de viables, de désirables. L'objectif est de produire une réflexion, de produire une réaction, d'interroger les choix que nous prenons aujourd'hui pour justement prendre des décisions demain. Alors vous connaissez sûrement le design fiction aujourd'hui par sa démarche très appréciée, notamment dans certaines entreprises, pour définir des scénarios sur comment mettre en place des actions et comment faire en sorte que la situation actuelle se perdure sur le long terme. Donc il y a un enjeu de durabilité, mais le design fiction, dans ce contexte-là, est employé comme un outil. Ici, nous avons choisi la démarche de design fiction comme une pratique où nous avons mobilisé des artefacts pour pouvoir faire appel à l'émotionnel et créer un écosystème, un récit. Donc, qu'est-ce que nous entendons ici par artefact? Donc, un artefact permet d'appréhender à la fois des objets et des systèmes matériels, mais aussi des objets et des systèmes symboliques. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un dispositif, d'un processus qui peut prendre la forme aussi bien d'un objet matériel que d'un récit, que d'un processus ou d'un effet, mais qui doit à chaque fois être produit par l'homme et à chaque fois avec un objectif unique qui est celui justement de produire une réaction. Donc c'est pour ça que l'on dit que le design fiction donne à voir des enjeux complexes et notamment par des dimensions socioculturelles, politiques, économiques, etc. Donc ce design fiction a été introduit donc par Bruno Munari, qui est justement un designer italien qui, lui, avait pour objectif de s'interroger sur ce que c'est qu'une œuvre protéiforme et aussi bien une œuvre inclassable qui associe aussi bien le dessin que la peinture, que la sculpture et l'illustration. Et puis par la suite, on a clarifié la notion de design fiction grâce à donc Bruce Sterling, qui est un auteur de science-fiction et qui s'est souvent inspiré de Jules Verne et d'autres écrivains de science-fiction pour essayer de définir comment aujourd'hui on peut mettre en place une méthodologie. Donc lui, il était futurologue, et comment on peut donner à voir ou non un futur
donc à travers une méthodologie de travail. Et donc lui, il a appelé ça ce design fiction. Vous pouvez le lire dans son ouvrage Shaping Things. Et donc l'idée, voilà, consiste à ouvrir le débat à chaque fois. C'est vraiment l'originalité du design fiction vis-à-vis de la science-fiction, c'est d'ouvrir le débat par la production d'un artefact. Et enfin, Julian Blicker, que vous verrez tout à l'heure dans un de nos exemples, est lui un écrivain américain et essayiste qui a employé le design fiction et qui a fait en sorte de le rendre plus notoire, plus compréhensible auprès du grand public. Et donc c'est cette approche-là du design fiction que nous allons mobiliser dans notre approche immersive. Alors pourquoi est-ce que nous avions choisi de créer un atelier immersif par la démarche du design fiction, puisque nous voulions faire appel au vécu de personnes issues aussi bien du secteur académique et non académique, et de faire appel que chacun fasse appel à son vécu pour essayer de comprendre comment ces vécus peuvent être divergents en fonction des expériences de vie de chacun, et comment faire en sorte aussi qu'ils reflètent ces conséquences du changement climatique. Donc, bien sûr, vivre dans un monde qui se réchauffe aujourd'hui ne consiste pas uniquement à subir des aléas climatiques. Parfois, il y a aussi des situations ordinaires du quotidien où il n'y a plus d'aléas. Et pourtant, ces conséquences du changement climatique sont bien présentes et ne sont pas identiques à toute population ou tout territoire. Donc, c'est souvent le cas. Alors, la problématique tout à l'heure, on vous a parlé d'extraordinaire. C'est exactement cette problématique. C'est de se dire... pourquoi est-ce que l'on parle toujours de solutions extrêmes? Pourquoi est-ce que quand on regarde les informations, on voit toujours des crises? Pourquoi est-ce que l'on voit toujours des inondations? Pourquoi est-ce que l'on produit inconsciemment de l'éco-anxiété? Pourquoi est-ce que c'est cet imaginaire-là qui est proposé auprès du grand public et pas autre chose? Puisque justement, cet extraordinaire est aléatoire, n'est pas régulier, et donc du coup, dans notre démarche à nous de design fiction, il ne sera ni question de parler d'habitabilité, de scénarisation dystopique ou utopique, ce ne sera pas du tout l'objectif. Par contre, la seule fiction que vous verrez ensuite, c'est celle d'un futur possible, potentiel, probable, puisque justement la singularisation derrière tout cela, c'est que le design fiction ne donne pas à voir un futur. Nous n'allons pas vous imposer un futur, mais nous allons vous dire, voilà, il peut vous arriver ceci demain. Et donc, eh bien, qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce que vous réagissez? Comment est-ce que vous avez envie d'interagir vis-à-vis de cela? Et qu'est-ce que cela vous fait ressentir par rapport à votre expérience de vie qui n'est pas la mienne, qui ne sera pas la vôtre, etc. Et donc, du coup, nous avons créé un atelier immersif de design fiction qui s'est tenu sur 3 lieux. Donc il y avait une salle de cinéma, un bureau de travail comme on peut avoir au quotidien dans un bureau d'études ou autre, et un appartement fictif qui s'appelle l'appartement d'Omous. Tout cela a eu lieu à la Maison de la Création et de l'Innovation à Grenoble, et donc c'est un espace dédié à la recherche scientifique, à l'expérimentation scientifique. Et donc ici, nous avons choisi de faire en sorte que nos réflexions puissent être aussi bien testées et accessibles auprès de publics issus du secteur académique que non académique. Donc il peut très bien s'agir d'un ingénieur en bureau d'études de R&D qu'un chercheur qui travaille déjà sur ces questions-là. Et donc ici, nous avons proposé cette déambulation, cette scénarisation de design fiction à travers un rôle de narrateur très important qui a permis de guider la personne tout au long de son atelier. Donc, on peut vous citer un extrait. Voilà, c'est au cœur de cet espace témoin que prend place notre récit. Donc, il s'agit de proposer une nouvelle ligne de lecture à la manière de Forcy. Pourquoi est-ce que l'on vous dit cela? Puisque notre atelier de design fiction fonctionne à la manière d'une grille de lecture. C'est-à-dire que l'on vient donner à voir justement l'exploration de ces conséquences sociales, culturelles et politiques qui pourraient découler, et de provoquer chez les participants, dans leur perception et réaction, des émotions, et qu'ils aient justement envie de réagir vis-à-vis de cela. Donc on fait appel à leurs imaginaires, et donc bien sûr on aborde indirectement les freins et les leviers d'action dans un contexte de changement climatique. Et donc l'objectif de cette expérience n'est pas donc de prédire l'avenir, encore une fois, mais bien d'explorer les représentations, d'explorer les controverses, les biais cognitifs et aussi les imaginaires mobilisés par ces participants-là. Donc aujourd'hui, bien sûr, on vit au sein de ces extraordinaires, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, d'où l'importance de ce rôle de narrateur qui n'a pas pour but d'influencer en aucun cas la personne dans ce qu'elle va découvrir. Et donc l'objectif derrière, ça a été justement de rappeler que, en fonction de nos divergences géographiques et en fonction de nos conditions de vie, on va avoir un rapport différent aux conséquences du changement climatique. Donc cet atelier a employé des artefacts que nous allons vous décrire, et donc chaque
chaque pièce de l'expérience de design fiction manifeste une ou plusieurs dimensions clés de la recherche forcée. Nous avons volontairement sélectionné des projets pour le moment dans notre premier essai, sachant que cet atelier sera réplicable. Nous avons volontairement sélectionné quelques extraits de projets qui avaient déjà de la matière à donner à voir aux personnes qui sont venues ce jour-là. Et en même temps, cet atelier-là nous a permis aussi de poser des questions, puisque l'objectif du design fiction, ce n'est pas de donner des réponses, mais que les personnes se posent des questions et qu'elles aient envie, elles aussi, de poser des questions. Donc voilà, on va vous présenter donc maintenant ici que des extraits des artefacts de l'appartement de Mousse. Donc l'appartement de Mousse est un appartement qui est complètement fonctionnel et donc notre objectif c'était de présenter une manière de vivre en 2050. Donc encore une fois, c'est une manière de vivre, mais dans des futurs. Donc cela veut bien dire, ce que cela veut dire que nous avons plusieurs manières de vivre qui sont potentielles, probables, envisageables. Nous ne savons pas exactement ce qu'il va se passer, mais nous savons que cela pourrait arriver. Donc ici, vous avez un extrait des artefacts que pouvaient voir les personnes dans la salle de bain de cet appartement fictif. Donc nous avons travaillé sur le terrain avant de produire cet atelier afin de regarder voilà, comment aujourd'hui, quel est notre rapport à l'eau. Et donc nous sommes allés dans des très célèbres et dans lesquels vous êtes forcément allés, des magasins de bricolage et de robinetterie pour justement essayer de comprendre comment sont présentés les produits dans les magasins, comment sont aussi présentés ces imaginaires, quels slogans les marques utilisent-elles pour justement décrire vos produits du quotidien. Et on a trouvé cela assez intéressant puisque vous pouvez le voir ici, donc tous ces produits que vous voyez ci-dessus étaient sur le même rayon. Le même rayonnage. Donc il y avait aussi bien un pommeau de douche pour chien en plastique rose qui était à côté d'un pommeau de douche à base de billes d'argile qui permettait justement de limiter la pollution de l'eau, que aussi bien une douchette digitale donc faite à partir de matériaux qui demandent bien sûr énormément de ressources en eau pour l'extraction et qui demandent bien sûr un temps d'assemblage assez conséquent, donc une empreinte carbone derrière qui est forcément impactante et qui pourtant parle d'éco-conception et d'éco-contrôle dans le sens où on vient choisir la consommation d'eau que l'on souhaite. Ce qui est assez... voilà. Donc l'objectif, c'était vraiment voilà, de produire des réflexions, des indignations ou simplement des réactions. Et donc voilà, ici, vous pouvez lire donc, 2 extraits de slogans que l'on lit dans ces magasins. Donc un impact environnemental. Nous savons qu'économiser l'eau dans votre maison est important. Nous avons donc créé une nouvelle gamme de mitigeurs qui consomment 40% moins d'eau. Et pourtant, on a ces produits à côté. Et puis un autre qui nous dit « Eco-smart, we use water, not pleasure ». Donc forcément, voilà, nous vivons donc encore une fois au cœur de ces extraordinaires et chaque pièce de l'expérience de design fiction nous interroge justement sur jusqu'où sommes-nous prêts à optimiser notre confort, quelle relation avons-nous aux besoins primaires, on le rappelle, qui est de s'alimenter, de boire de l'eau et voilà, de simplement survivre, et ces besoins secondaires qui sont principalement ceux qui sont en lien avec le consumérisme et qui sont justement qui rappellent justement donc, que nous sommes dans une société d'hyperconsommation et dans une abondance de confort. Donc vers quel accès à l'eau nous orientons-nous si nous continuons de prolonger ces imaginaires? Quel rôle ces marques tiennent-elles auprès du grand public dans la communication vis-à-vis de ce qu'il se passe aujourd'hui sur notre planète? Nous ne sommes pas dans une boule à neige isolée, mais nous sommes bien tous sur la même planète. Donc comment est-ce qu'on fait pour avancer avec cela? Et quelles inégalités d'accès sont indirectement révélées au travers de notre scénographie quand nous avons créé ce parcours de déambulation? Donc voilà, cette question du confort est aussi visible. Donc là, vous pouvez le voir ici. Donc voilà, la salle de bain, nous avons affiché nos artefacts. Donc là, vous voyez au fond donc le système de douche qui est bien fonctionnel avec 2 images au fond, qui sont les images que vous voyez à gauche. Donc il s'agit d'un projet réalisé par Corentin de Châtel-Perron et Caroline Plutz, qui sont designers et ingénieurs de recherche, et qui avaient pour objectif de réaliser un appartement low-tech afin de comprendre voilà, les difficultés rencontrées quand on est dans une situation d'optimisation des ressources. Et donc ils ont trouvé que voilà, quand on veut prendre soin de soi en ayant voilà, une hygiène de vie réglementaire, mais quand même normale, on peut utiliser un système de brumisateur qui permet de répartir les particules d'eau de manière équivalente sur le corps, mais qui ne vont pas pour autant voilà, trop non plus impacter l'environnement. Donc du coup, voilà, l'un de nos 2 artefacts que vous pouvez voir au fond, nous avons créé un pommeau de douche avec un système de brumisation et nous avons dit aux personnes, eh bien, est-ce que vous seriez prêts à utiliser un pommeau de douche brumisateur, sachant que celui-ci ne permettrait pas de chauffer énormément l'eau et que celui-ci ne permettrait pas d'avoir le même jet d'eau que celui que vous avez actuellement. Et bien sûr, nous avons eu des réactions. Donc, on vous en parlera à la fin.
Donc cette question du confort, on l'a abordée donc dans d'autres manières de vivre, celle de l'alimentation, qui pose aussi question, puisque nous avons donc là, je vous parlais tout à l'heure du designer Julian Licker, et donc voilà, ce designer-là a imaginé cet artefact qui est donc un petit déjeuner à base de céréales, de cornflakes, de criquets. Et donc cette question-là que pose Julian Licker, c'est justement de se dire voilà. Quelle est la question du confort dans ce garde-manger de l'appartement? Face à la hausse de l'inflation, on sait aujourd'hui qu'on a des changements de comportement dans notre manière de consommer des protéines, notamment. On observe qu'avec la hausse de l'inflation, les Français se mettent à consommer de plus en plus de viande blanche au lieu de la viande rouge. Et donc, justement, voilà, jusqu'où on est prêt à aller dans notre manière de vivre pour composer avec ces alternatives. Et donc, au-delà, bien sûr, de la question du bien-être animal, de surreprésentation, voilà, de notre garde-manger alimentaire vis-à-vis des espèces sauvages et également voilà, de cette consommation humaine, voilà, nous interrogeons les personnes sur leurs besoins et sur leur perception du confort alimentaire. Et donc, rappelons-le, pour les personnes qui ne sont pas au courant, le 11 avril 2026, la France a atteint son jour d'épuisement de la viande. Donc il s'agit, à la même manière du jour du dépassement, d'un principe qu'ont utilisé des scientifiques. Donc c'est un calcul très simple, c'est donc on évalue la consommation recommandée pour le bien-être, on la divise par la consommation réelle de chaque personne, et ensuite on la multiplie par 365, ce qui nous permet d'avoir ce jour du dépassement de la viande, et il était déjà au mois d'avril. Donc ça pose vraiment question sur notre exploitation des ressources. Mais alors, donc voilà, on est dans un... Comment est-ce qu'on compose avec cette présence de l'extrême au quotidien? Donc là, ici, vous avez deux exemples de photographies donc, qui rappellent aussi que nous ne sommes pas qu'à l'échelle nationale dans ce projet-là, mais que nous avons une dimension internationale et que nous nous interrogeons aussi sur d'autres manières de vivre donc, dans le monde. Et donc, cet atelier que nous avions fait, que nous avons produit, avait pour objectif aussi de rappeler que d'autres peuvent vivre des situations aussi critiques, comme par exemple en Inde, où en avril, des personnes ont subi des canicules avec 40 degrés à l'ombre et 50 degrés au soleil. Donc, il y a eu une forte mortalité, donc il y a eu des adaptations, des manières de vivre. Donc, on voit les personnes qui dorment sur les toits de leur maison parce qu'elles n'avaient pas d'autre solution que celle-ci. Et donc, voilà, il est important aujourd'hui de se poser la question de quelles sont les représentations de l'extrême et quelles représentations de l'extrême avons-nous de nos façons d'habiter sur Terre. Et donc, en fait, ces photos qui ont été disposées dans l'espace dans la chambre en fait de l'appartement avaient pour objectif voilà de nous faire réfléchir aussi bien sur notre santé qui est liée donc à notre capacité de récupération, au sommeil, au repos, que aussi à notre quotidien. Et donc nous avons proposé un artefact qui suppose que donc un jour, imaginons, vous subissez donc un drame climatique. Donc s'il s'agit par exemple d'une inondation, votre maison est complètement sous l'eau, vous allez devoir vous séparer de biens auxquels vous étiez attaché, vous êtes traumatisé parce que vous avez vu votre maison sous l'eau, et donc vous êtes en situation de post-traumatisme. Eh bien, que faire? Et donc nous avons proposé un artefact qui avait pour but de faire réagir les personnes, puisqu'il s'agit donc d'une IA qui s'appelle Whipper AI ou Riperia. Donc c'est une IA qui a pour but de vous aider à digérer votre post-traumatisme en vous aidant à récupérer votre sommeil quand vous avez vécu un drame climatique. Et donc, à ce moment-là, nous rappelons aux personnes, et ça c'est un fait qui est avéré, c'est qu'aujourd'hui, 43% des Français déclarent souffrir d'au moins un trouble du sommeil et qu'un quart d'entre eux dorment moins de 6 heures. Donc, que seraient ces chiffres si on les aborde par le prisme aussi bien d'inondations que les feux de forêt? Comment vont vivre ces personnes là, qui sont en train de perdre leur maison? Est-ce qu'elles auront besoin un jour de cette IA pour mieux dormir? Voilà. L'objectif, c'était encore une fois d'amener des réflexions et des questions sur le sujet. Ensuite, donc, nous avions également donc, abordé cette question du risque et donc ces inégalités de la prévention en santé et en sécurité. Donc, vous avez sûrement vu ces images proposées par le gouvernement sur notamment comment gérer un événement de type donc une guerre mondiale ou un accident nucléaire ou un autre drame critique environnemental.
Et donc, vous avez peut-être entendu parler de ce kit d'urgence qu'il faut préparer. Sauf que ce type de réponse pose question, notamment pour les personnes qui n'ont pas accès à ces ressources. Comment font ces personnes qui ne peuvent pas se préparer à ce type d'événement? Et donc, voilà, aujourd'hui, notre rapport au temps est constamment bouleversé et influencé par la société de consommation, par ce technosolutionnisme, par la culture du risque. Et donc, nous devons aussi nous interroger sur comment aussi vivre en bonne santé, dans de bonnes conditions, quand on a ce risque au-dessus de la tête, cette épée de Damoclès qui est justement ce risque climatique. Et donc, du coup, on a eu pour objectif de créer à ce moment-là plusieurs artefacts. Donc, vous pouvez en avoir deux. Nous avons créé. À droite, vous voyez, donc, on le rappelle, nous sommes en 2050. Donc, vous pouvez voir le nouveau capteur énergétique de Schneider qui a pour objectif de mesurer aussi bien le taux de particules fines que de CO2, mais aussi de vous indiquer si vous êtes ou pas en danger chez vous. Et donc, aussi, qui vous permet de savoir si vous devez ou pas quitter votre habitat en fonction de la qualité de l'air. Et cette qualité de l'air est un phénomène, est une question qui fait partie des problématiques de santé publique actuellement en France. Donc, qu'est-ce que ce type d'artefact suscitait chez les personnes, notamment vis-à-vis du fait que ce type de produit serait bien sûr coûteux puisqu'il serait nouveau en 2050 et qu'il serait principalement destiné aux personnes qui peuvent bien sûr se l'approvisionner et qui auraient envie aussi d'étudier leur santé. Et ensuite, nous avons produit, donc vous pouvez le voir à droite, un panneau photovoltaïque dernier cri, dernière génération, qui a pour objectif aussi de vous indiquer si vous pouvez continuer d'utiliser votre énergie solaire en temps réel, et qui a pour objectif également d'optimiser vos ressources, puisque nous serions dans un habitat où les personnes auraient ce panneau photovoltaïque dans leurs vitres. Donc c'est un système qui existe déjà actuellement en 2026, mais il n'a pas encore été prouvé comme assez performant, donc il ne s'est pas encore très développé, mais on peut imaginer que dans les années 2050, pourquoi pas, ça pourrait être le cas. Et dans ce cas-là, ce système étant très coûteux, qui pourrait bénéficier de ce système de réponse, qui pourrait avoir la possibilité d'avoir un habitat autonome et qui n'aurait pas cet accès et qui ne pourrait pas finalement être autonome en cas de crise, qui aurait accès au solaire et qui ne l'aurait pas. Donc voilà, nous nous sommes posés également ces questions-là. Donc nous avons cherché bien sûr à récupérer toutes ces réactions, puisqu'encore une fois, donc là c'est un exemple d'atelier, mais il faut imaginer que ça va être réplicable. Donc nous avons accompagné nos artefacts de ce que l'on a appelé des objets questionnants, c'est-à-dire donc des questions qui avaient pour objectif à la fois de résumer ce que les personnes venaient de voir, mais en même temps de les faire réfléchir et de nous récupérer de la matière sur ce qu'elles ressentaient à l'instant T. Nous voulions des réactions à chaud absolument vis-à-vis de cela, et nous voulions aussi parfois qu'elles se posent des questions. Donc nous n'avons pas eu que des réponses, nous avons aussi eu des questions, donc nous étions assez contentes de cela. Et donc bien sûr, donc nous en France, on a besoin aussi de voir ces réactions du quotidien qui sont souvent invisibilisées. Et donc voilà, ici vous pouvez voir quelques extraits. Donc, je vais vous laisser un petit temps si vous voulez lire quelques-unes d'entre elles pour comprendre ce que des personnes qui peuvent aussi bien être des ingénieurs que des chercheurs, que des membres d'associations, de collectivités peuvent ressentir ou penser suite à ce type d'expérience. Donc, on voit, certaines se demandent que sommes-nous prêts à accepter, ou les désinformations scientifiques est un enjeu de la communication scientifique, ou quel récit désirable du futur, ou rusticité versus modernité, mais encore comprendre les mécanismes du passage de la connaissance à l'action pour aider et enlever les verrous, ou alors accompagner les agriculteurs au changement. Voilà, c'était assez diversifié. Le programme Forcier est un projet de recherche qui est financé dans le cadre de France 2030 et qui, justement, propose de penser autrement, ou de moins de reconsidérer, re-questionner comment nous vivons ensemble et comment nous faisons société, et comment celle-ci est fractionnée, discutée, mise en tension du fait des conséquences du changement climatique. Nous avons un objet que nous allons suivre tout au long de notre projet, qui est un olivier, dans lequel aussi aujourd'hui on se pose la question sur la transformation par rapport aux vignes. Il y a du changement des natures, des cultures qu'il peut y avoir, mais sans jamais oublier que ces transformations sociales, sont aussi des transformations de la société et nous questionnent sur notre vivre ensemble.
Donc bien sûr, c'est un programme de recherche, donc nous sommes là pour vous en présenter, mais c'est aussi plus d'une centaine de chercheurs en sciences humaines et sociales qui sont là et qui pourront peut-être pour les années précédentes venir vous exposer des éléments sur certains points. Merci. N'hésitez pas aussi à scanner. Vous pouvez scanner sur le QR code.